On y va? Alors, dernière table ronde du premier jour, et merci d'être encore avec nous. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de penser comme une licorne? Je parle évidemment des entreprises à succès. C'est précisément ce que nous vous proposons pour cette dernière table ronde de ce premier jour. Elle s'appelle Secret des scale-up et des licornes, ce qu'elles ont compris avant tout le monde. Et nous avons, il y a eu un petit changement de plateau évidemment, mais nous avons le plaisir d'accueillir pour percer ce secret Elliot Andrés, cofondateur et CTO de Photoroom. S'il veut bien me rejoindre sur scène, merci. Jane Barge, VP Miracle Connect, je l'ai bien dit. Également Gabriel Hubert, CTO et cofondateur de Dust. Et cette table ronde sera également animée et modérée par le fondateur du salon, Pascal Clouzard. Bonsoir pour cette dernière conférence. Je ne vois pas, mais il y a quand même encore du monde, c'est très agréable. On a autour de nous une partie de la fine fleur de la French Tech française. Et quand on a fait l'agenda de ce salon, en particulier, avec nous, on avait réfléchi avec Vincent Luciani, je dis ce serait intéressant, en plus d'avoir des très grosses sociétés, d'avoir des startups qui n'en sont plus, puisqu'elles sont déjà en grosse scale-up, et qu'elles nous expliquent comment elles ont pris ces virages. Donc on a constitué un panel. Je vais excuser Vincent Luciani et Mathieu Rouff, qui sont malheureusement empêchés personnellement pour quelque chose qui n'est pas très rigolo, et donc qui ont dû annuler. Et voilà, ils sont à des obsèques. Et ton patron, Philippe, qui est malade, qui nous a appelé samedi en disant qu'il est au fond de Soli. Donc vous avez autour de la table 3 sociétés. Et moi, j'ai préparé évidemment une liste de questions. Mais on va d'abord les laisser se présenter une à une, qu'elles vous disent en 2 minutes qu'est-ce qu'elles font dans la vie. Alors on commence par deux. Alors il y a les micros, vous les avez? Vas-y, Gabriel. Commence. Ça marche? Ça marche? Moi, Voilà, ça y est. Bonsoir à tous. Gabriel Hubert, je suis le CEO et le cofondateur d'une plateforme qui s'appelle Dust. On permet à des entreprises de designer, déployer et maintenir des agents IA spécialisés qui sont connectés aux meilleurs modèles dont on a tous entendu parler, mais qui sont surtout connectés aux données internes de l'entreprise, qui sont parfois sensibles, et qui permettent à tous les collaborateurs de collaborer plus efficacement et de raccourcir le temps perdu sur des tâches qu'on trouve toutes un peu trop répétitives. Voilà, on est basé à Paris et on a un bureau à San Francisco. Je prends la suite. Bonsoir à tous. Société Miracle, nous sommes une société française qui a été créée en 2012. C'est bon, vous m'entendez bien? On peut ramener un micro en plus, s'il vous plaît? Créée en 2012, on propose des solutions pour les acteurs du retail qui vont leur permettre de, on va dire, se battre à armes égales avec les géants du e-commerce. Nos clients historiques sont des gros retailers en France comme Galeries Lafayette, Decathlon, Leroy Merlin, aux États-Unis, Macy's, Best Buy. Et ces acteurs vont, grâce à Miracle, lancer leur activité, leur plateforme de marketplace. Nous avons également lancé d'autres solutions, notamment des solutions pour les marques et les vendeurs qui vont vendre sur ces plateformes. Et on a un écosystème de plus de 100 000 vendeurs et marques qui vendent sur les marketplaces Miracle. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Elliot Andrés, je suis cofondateur et CTO de Photoroom. Photoroom, c'est une plateforme qui permet aux entreprises d'améliorer la qualité de leurs photos de produits. Donc vraiment, c'est un problème que un peu tout le monde a quand on vend sur Internet, avoir des photos de qualité pour convaincre les acheteurs. Donc on est utilisé par des utilisateurs partout dans le monde. On a plus de 300 millions de téléchargements sur notre application et ça va des plus petites entreprises jusqu'aux plus grandes, comme par exemple Decathlon en France, Celency, Amazon aux États-Unis. Et l'idée, c'est vous prenez une photo avec votre smartphone et grâce à l'intelligence artificielle, on va améliorer la qualité de cette photo. La dernière fonctionnalité en date,
c'est le pouvoir faire porter des vêtements que vous prenez en photo à plat par des mannequins générés par l'intelligence artificielle. Et vous le savez sûrement, un vêtement qui est porté par un mannequin, ça a beaucoup plus de chances de vendre qu'un vêtement photographié à plat. Donc c'est grâce à ça qu'on booste les ventes des entreprises qui nous utilisent. On est basé en France avec des utilisateurs partout dans le monde et des employés partout en Europe. On est sur des sociétés qui ont des tailles différentes aujourd'hui. Parce que moi, je suis allé sur ChatGPT, je ne connais pas toutes leurs données qui sont souvent confidentielles. Donc là, c'est du ChatGPT. Donc, merci. Miracle, c'est la plus grosse. Miracle, moi, j'ai 900 millions de levées. Donc, on parle d'une très, très grosse société aujourd'hui avec une valorisation à plusieurs milliards. Mais et Miracle, moi, quand j'étais dans opérationnel, je les connaissais très bien pour les avoir utilisés. Déjà, c'est même plus une licorne, c'est une très, très grosse boîte. Vous deux, vous êtes des boîtes plus petites. Donc j'ai vu que Dust, il y avait une levée de 16 millions en 2024, mais c'est pareil, c'est pas des petites levées, ça commence à être des choses sérieuses. Et Photoroom, même si c'est confidentiel, il est écrit sur ChatGPT que vous avez levé 64 millions de dollars en 2024 et qu'il y a déjà une belle valorisation. Donc, quand on regarde ça, moi la première question que je veux leur poser, et on va les faire dans l'ordre, c'est l'intuition que vous avez eue au début. Alors pour les fondateurs, et toi, tu as connu la fondation avec Miracle puisque tu étais directement au premier jour avec les fondateurs. Quelle intuition qui vous a donné cette idée de créer cette boîte et qu'est-ce que vous avez compris, entre guillemets, qui est un peu unique? Alors on commence par Dust. J'ai la chance d'avoir cofondé Dust avec un associé avec qui j'ai pu travailler dans un certain nombre d'entreprises dans ma vie précédente et qui en particulier venait de terminer près de 4 ans chez OpenAI. Donc il y avait une connaissance assez fine des progrès que faisaient les modèles de type LLM et la conviction forte qu'il allait falloir prévoir une couche de produits entre ces modèles et les utilisateurs qui n'ont pas tous le même degré de spécificité ou de spécialisation dans la manière d'utiliser ou de prompter ces modèles. Donc cette première intuition, elle était liée à une deuxième intuition qui est, on a eu la chance de travailler dans des entreprises à forte croissance, Alan en France et Stripe, un acteur de paiement basé aux États-Unis. Et cette décennie à travailler dans des entreprises à forte croissance nous a appris qu'une entreprise, quand elle grandit vite, elle a assez peu de temps pour s'organiser en interne. Et donc c'est souvent un perpétuel chaos, une perpétuelle réinvention des procédures, des process internes et des collaborations entre les différents départements qui ne grandissent pas tous à la même vitesse. Récupérer l'information à jour sur des choses de base, ça peut être un peu le parcours du combattant. Voilà, donc on savait qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer dans les entreprises à forte croissance et qu'il allait falloir faire une couche produit pour permettre à ces entreprises de mettre à la disposition de leurs employés la puissance des modèles LLM avec la sécurité de l'ensemble des configurations qu'on imagine bien qu'elles voudront mettre. Voilà. Donc on a eu cette intuition à la fin de 2022, la chance de créer l'entreprise début 2023 et de travailler depuis avec un certain nombre d'entreprises plutôt à forte croissance, plutôt portées sur la tech, mais qui ont toutes en commun, je dirais 3 choses. La première, une intuition, une conviction forte de l'équipe de direction que cette technologie change à peu près tout dans la manière dont il faut concevoir la création, la formation et la collaboration des équipes. Deuxièmement, qui ont cette ambition, cette forte croissance ou ce désir de vraiment grandir et qui voient énormément de scénarios d'optimisation en interne. Et troisièmement, des dirigeants qui ont finalement confiance dans leurs équipes et qui savent qu'elles pourront adopter et vraiment être partenaires de création des agents les plus efficaces. Donc plutôt qu'un rollout un peu standard où une équipe de consultants va venir décider du software qu'on utilise à l'avenir, nous on est convaincus qu'il y a beaucoup de collaboration à attendre en interne sur la création des agents. Et c'est cette troisième intuition qui porte ses fruits puisque dans certaines de nos entreprises, on voit des centaines d'agents spécialisés développés par toutes les équipes et qui peuvent être utilisés par jusqu'à 90% des collaborateurs tous les jours de la semaine. Extraordinaire. Miracle? On est d'ailleurs utilisateur de Dust chez Miracle. Donc oui, effectivement, comme vous le disiez, moi, c'était même avant Miracle que je suis Philippe et Adrien. Ça fait 15 ans maintenant, donc les fondateurs de Miracle. Et à l'époque, ils avaient monté une entreprise qui s'appelait Split Games, qui était une marketplace de jeux vidéo qui avait vocation à concurrencer Price Minister à l'époque, qui a été rachetée par la Fnac, la technologie et l'expertise autour de la marketplace, pour monter sa propre marketplace. Et en fait, très rapidement, et donc moi j'étais là à l'époque, on a vu la puissance de ce modèle de plateforme et le chiffre, la croissance qui a permis de générer la marketplace
sur le site de Fnac. Et fort de cette constatation, Philippe Abrien se sont dit il faut qu'on crée quelque chose pour d'autres retailers, ce modèle de plateforme pour que d'autres retailers puissent bénéficier de ça. Et je parlais de se battre à armes égales, c'est vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a plus de 450 clients, donc 80% de notre chiffre d'affaires est à l'étranger. Et ces acteurs du retail, aujourd'hui, grâce au modèle de marketplace, ont été capables de répondre, d'avoir des assortiments beaucoup plus grands, des e-commerce beaucoup plus forts. Et pour vous donner un chiffre, en 2024, les marketplaces Miracle ont généré plus de 11 milliards de volume d'affaires avec leur marketplace. Elliot? Et alors effectivement, on est aussi utilisateur de Dust chez Photoroom. Nous, ça venait d'une frustration, l'inception de Photoroom. Une frustration qui vient d'un logiciel que vous connaissez sûrement tous, qui s'appelle Photoshop, et qui est quand même extrêmement compliqué à utiliser. C'est des heures et des heures d'apprentissage pour pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. À voix haute comme ça, est-ce que vous sauriez deviner combien de boutons différents il y a dans Photoshop? C'est-à-dire combien de boutons avec un titre différent vous pouvez découvrir et vous devez apprendre si vous utilisez Photoshop? Une idée? J'entends 100 là-bas, c'est plus? 200. 200, on est à 2000 boutons dans Photoshop. Donc ça fait 2000 boutons à apprendre et c'était l'époque des tout débuts des progrès de l'intelligence artificielle pour analyser les images. Et donc on a créé une application qui était simplissime. On met une image, ça retire le fond instantanément. Avant, il fallait 30 minutes avec Photoshop et donc là, il faut juste quelques secondes. Et donc c'était résoudre ce problème-là qui était un très gros problème pour les gens qui avaient besoin d'éditer leurs images, juste simplifier le fond de l'image. Et on s'est aperçu, on voulait faire un éditeur généraliste et petit à petit on s'est aperçu que c'était un problème qui venait surtout dans le e-commerce. Donc petit à petit on s'est de plus en plus concentré sur le e-commerce. Moi, je vais vous raconter le départ d'Artefact, parce que j'ai été leur premier client. Artefact, c'est créé par Guillaume Roquemorel et Vincent Luciani il y a 10 ans. Ils étaient tous les deux consultants en stratégie. Et il se trouve que Roquemorel, un peu comme quand on a travaillé dans des maisons différentes, il avait été chez Google. Et ils se sont rendus compte que les gens de ma génération, parce que je suis un peu plus vieux que vous quand même, le marketing digital, ils n'avaient rien y comprendre du tout et les réseaux sociaux démarraient. Et donc, ils ont démarré, ils étaient 3, et ils ont commencé à, en l'occurrence c'était Carrefour, nous aider à imaginer comment on fait des use cases pour adresser des problèmes de marketing digital avec les réseaux sociaux. C'est ça l'histoire. Et aujourd'hui, ils ne sont pas 3, ils sont je ne sais plus combien, ils sont présents dans le monde et la boîte est valorisée 1 milliard. Et ils ont évidemment switché, c'est un profil très ingénieur, ils ont switché sur de l'AI et ils se sont développés. Mais à l'origine, l'idée, c'est quand même de se dire, je suis chez Google, je comprends qu'il y a un truc qui se passe qui s'appelle les réseaux sociaux. Et il va y avoir des vieux grigous comme Pascal Clusard qui comprennent rien à ça, mais en revanche, ils savent que s'ils font pas ça, le marketing des catalogues papier, il est mort, et donc il va falloir travailler avec les clients différemment. Et ça donne Artefact, qui devient une des plus belles boîtes françaises de la French Tech. Après, je ne peux plus vous raconter la suite parce que j'y étais pas. Alors, il y a une deuxième question de toutes vos sociétés, c'est l'hypercroissance. C'est l'hypercroissance, t'en parlais. Et qu'est-ce que vous pensez qu'a été le moteur de votre croissance? Qu'est-ce qu'à un moment a fait que ça s'accélère? Alors on continue, vas-y. Moi, je pense qu'on racontera peut-être des histoires similaires, mais c'est la fameuse histoire de la rencontre entre un produit et un besoin bien identifié par un groupe d'utilisateurs ou de clients qui peuvent ensuite être identifiés à leur tour de façon un petit peu systématique. Donc ce que les anglophones appellent le product market fit. Et le sentiment qu'on a quelque part une première vague d'utilisateurs qui vous arrache un petit peu le produit des mains, même s'il y a des choses qui ne sont pas finies. Dans le développement informatique, on parle souvent de développer son produit rapidement et de ne pas avoir peur de le montrer à ses premiers clients, même si on en a encore un peu honte, même s'il y a encore des défauts. Parce que ce qui va vraiment déterminer la valeur du produit aux yeux des clients, on en est rarement les bons juges, on est souvent surpris de l'utilisation qu'ils en font. Et surtout, si ce qui est important pour eux est là, alors ils seront capables de tolérer un certain nombre de défaillances ou de manquements initiaux. Et c'est sur la base de ce sentiment qu'on a vraiment tapé dans le mille, qu'on a mis le doigt sur un besoin, qu'on peut commencer à avoir un peu d'hypercroissance. Donc pour nous, modestement, ça a été
des fondateurs d'entreprises qui nous ont appelés en disant qu'ils savaient qu'on était utilisé par d'autres entreprises similaires, même si on n'avait pas encore annoncé qu'on commercialisait le produit, qu'on était en pré-commercialisation, et qu'il fallait qu'ils puissent l'utiliser, qu'il fallait qu'ils puissent accélérer le fait d'onboarder. Et on s'est dit, OK, là, on a peut-être une version du produit qui commence à plaire. Et le besoin, le problème à résoudre était assez facile à exprimer à un certain nombre de clients. Donc c'est là-dessus qu'on est parti. On a encore bien du chemin à faire pour rattraper Photoroom, Miracle et d'autres, mais l'impression que le bouche à oreille aidant, on est sur des besoins qui restent similaires avec un produit qui répond bien. Je pense que c'est ça. Donc toi, tu dis, dans votre cas, ça a été vraiment le produit, la bonne réponse du produit, mais il n'y avait pas de problème de financement, vous n'aviez pas un problème de cash pour vous permettre de vous développer plus encore? On a eu la chance de pouvoir lever des fonds assez vite dans la jeunesse du projet, donc les problèmes de cash viennent grandissant, hein. Plus l'ambition de l'entreprise augmente et plus il faut un fonds de roulement pour satisfaire ses besoins. Mais dans notre situation, on a pu croître en partie, puisqu'on est une entreprise B2B, sur le financement que nous apportent nos clients, qui est encore la meilleure source de financement, le chiffre d'affaires, parce qu'on a pu montrer une certaine valeur et qu'ils étaient prêts à payer pour cette valeur. Donc on n'a pas de business model où il faut aller créer suffisamment d'audience pour ensuite générer de la pub, pour ensuite se financer. C'est un modèle assez direct et transactionnel. C'est le cas de Miracle et le cas d'une partie de l'activité de Photoroom, je les laisserai commenter. Mais voilà, donc on a eu la chance. Ça n'empêche pas qu'on cherchera des financements supplémentaires à l'avenir. Mais jusqu'à présent, on a été capable de naviguer ça. C'est beau, bravo. Chez Miracle, hypercroissance, elle arrive comment? Je pense que de manière assez similaire. Enfin, nous, il y avait une conviction très très forte que le modèle de plateforme était vraiment puissant et qu'il fallait que plus de retailers l'adoptent. Donc il y avait un peu ce côté-là de premier client, puis deuxième, puis troisième, etc. Après, moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont très importantes, qui ont été très importantes pour nous, c'est qu'on s'est internationalisé très vite. Je vous disais que 80% de notre chiffre d'affaires est fait à l'international. On est présent dans quasiment plus de 10 pays avec différents bureaux, avec aussi des équipes locales. On n'a pas juste envoyé des Français vendre notre produit, on a pris aussi des expertises locales, etc. Et aussi l'innovation, c'est-à-dire qu'on sait, je pense que Philippe et Adrien sont quand même assez humbles et se remettent toujours en question. Et il y a toujours le fait d'innover. D'ailleurs, on est passé de monoproduit à multiproduit. On continue d'apporter de la valeur à nos clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans la manière dont on a accompagné notre croissance. Donc focus innovation et internationalisation. Ok. Elliot? De notre côté, ça s'est développé assez tôt chez Photoroom. Il faut vous imaginer deux fondateurs dans un bureau qui ont créé une application et qui se demandent comment on fait en sorte que des utilisateurs la découvrent et souhaitent l'utiliser. Donc à ce moment-là, on s'est mis en tête de, par exemple, poster sur les groupes Facebook de gens qui vendent sur Internet. Peut-être qu'ils auraient besoin d'une application pour retirer le fonds. Et on tombe sur ce groupe Facebook. C'était Sell on eBay, Rockstar Flipper. Donc Rockstar Flipper, c'est un monsieur qui donne des conseils pour vendre sur les marketplaces. Le flipping, c'est une pratique qui consiste à acheter des objets pas très chers et les revendre beaucoup plus cher. Et donc on envoie un message à Rockstar Flipper. Rockstar Flipper, on lui dit est-ce que tu pourrais poster sur ton groupe Facebook une petite vidéo sur notre application? Et il dit oui, peut-être, je verrai, c'est $100. Bon, on lui envoie les $100, on n'a pas de nouvelles pendant 3 semaines. Et un jour, gros pic d'utilisation sur l'application, les gens commencent à payer, on se demande ce qui se passe. Et en fait, Rockstar Flipper a utilisé l'application pour essayer de vendre sur la marketplace. Et il a juste adoré. Il a dit c'est beaucoup mieux que la technologie d'eBay, ça retire le fonds instantanément, vous devriez essayer. Et à l'époque, on avait un éditeur de photos généraliste. C'était les photos, les portraits, tout ce que vous pouvez imaginer, vos photos LinkedIn. Mais on s'est dit, regarde, on a appuyé un tout petit peu là-dessus, dans cette direction, les photos de produits, et regarde comment ça décolle. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est dit on va se concentrer uniquement là-dessus, faire des photos de produits du mieux possible. Et c'est là qu'on voit sur les courbes de croissance, ça grossissait un petit peu et d'un seul coup, hop, l'inflexion et le décollage. Donc vraiment se concentrer sur un sujet et le faire extrêmement Comment bien. il s'appelle ta boîte, là, le gars qui a l'influenceur, je sais pas comment tu l'appelles? Il s'appelait Rockstar Flipper. Rockstar. La rockstar des flippers de vêtements. Il fallait avoir l'idée quand même d'aller le voir. Clairement, oui. Mais comment vous le connaissiez, lui? On cherchait des groupes Facebook de personnes qui vendaient sur Internet et on est tombé sur celui-ci de Rockstar Flipper qui donne des conseils pour vendre sur eBay. C'est drôle ça. Bon, alors maintenant on parle de ce qui va bien, mais on peut aussi parler des galères que vous avez eues, non? Donc une question évidemment, les gros moments difficiles que vous avez connus
et qu'est-ce que vous referiez différemment? Alors, les moments difficiles, Gabriel, il y a pas que tout va bien quand même. On est plus jeune, hein. Moins il y a de gruyère, moins il y a de trous, donc on a moins d'années d'existence. Du coup, il y a peut-être un peu moins d'histoires, de moments très difficiles. Mais on est dans un écosystème qui avance très très vite. L'IA générative, c'est nouveau et ça avance très vite. Je pense que l'écosystème de compétiteurs, par exemple, est en constante évolution. Et donc la manière dont on peut expliquer notre différenciation, c'est toujours une histoire qui est changeante. Là où c'est un défi, c'est que en général, les clients ont assez peu de temps à consacrer à leurs fournisseurs. Ils ont besoin d'une idée précise rapidement de ce que ça fait, de ce que ça fait bien, de ce que ça fait mieux que les autres. Donc il faut toujours aller à l'essentiel et trouver de façon convaincante et pertinente une différenciation qui soit vraiment généralisable à plusieurs clients. Je dirais que c'est pas un défi ou un moment très difficile, mais c'est quand même une façon de rester, comme tu disais, pour Philippe Adrien. Par exemple, parano. tu n'as pas des difficultés pour trouver des équipes techniques? On a des difficultés pour tout, mais ça, Ah ça bah fait oui, partie mais des c'est moments ça. difficiles. Ça s'appelle un lundi. Ouais, je pense qu'on a toujours des difficultés. Une start-up ou une scale-up, par défaut, elle est morte. Elle n'est pas vivante, elle est morte. Si on s'éteint ou qu'on oublie de faire attention ou qu'on s'endort au volant, elle meurt. Elle a besoin de justifier son droit d'exister en se battant contre beaucoup de préjugés. Une petite entreprise, c'est moins stable. Contre des compétiteurs qui sont installés, qui n'ont pas envie d'abandonner leur rente de position souvent et qui sont prêts à expliquer ou à raconter un peu n'importe quoi sur le fait qu'ils sont tout aussi innovants que les nouveaux voisins. Et puis elle est en déséquilibre avant permanent, puisque pour arriver à maintenir cette hypercroissance, il faut faire un pari assez optimiste sur l'avenir. On n'a aucune chance d'atteindre les chiffres d'hypercroissance de l'année d'après si on fait la même chose que l'année d'avant, puisque maintenir un taux de croissance continu, c'est fournir un effort bien supplémentaire, ou alors trouver des effets de levier bien plus importants. Donc on est en difficulté permanente. Après, je pense qu'une des expressions que je retiens et que j'utilise beaucoup, que je partage avec les équipes, c'est celle de décider quel feu on laisse brûler. Puisque si on essaye de résoudre toutes les difficultés, on n'a aucune chance d'arriver à vraiment travailler sur ce qui est essentiel. Il y a sans doute qu'une ou deux décisions par semaine qui vont vraiment avoir un impact sur la trajectoire de l'entreprise. Et puis ensuite, c'est l'équipe de Pareto. 80% de l'impact vient sans doute de 20% de l'effort. Et donc d'arriver à se poser perpétuellement la question de savoir si ce que je fais, c'est vraiment une chance d'avoir un 10x ou un 5x ici ou là, ou est-ce que je suis en train de commencer à avoir une routine ou des tâches un peu linéaires qui risquent d'avoir un impact linéaire et qui donc ne me permettront pas de maintenir ma croissance. Après, voilà, je pense que les moments difficiles, on est dans un âge plutôt porteur pour l'IA générative, donc je ne vais pas me plaindre, je me sens plutôt dans un écosystème qui est porteur. Les difficultés qui sont les nôtres pour recruter, c'est celles que toutes les entreprises ont, jeunes ou moins jeunes, et là on pourrait passer du temps à dire qu'on peut faire mieux, mais enfin on essaie de tirer son épingle du jeu à chaque fois. Je dirais qu'à chaque décision qu'on prend, la plus grande difficulté, c'est un peu l'alliance c'est l'alliance schizophrène pour les dirigeants de la paranoïa. On va mourir demain, on veut notre peau, tout le monde est après nous, et de l'optimisme absolument à toute épreuve. On va gagner, on a tout compris, rien ne peut nous arrêter, on va conquérir le monde, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore compris le message? Et d'arriver à doser un peu dynamiquement, peut-être 5 ou 10 fois par jour de façon très différente, ces deux attitudes, puisqu'on est en présence d'une équipe qui regarde quand même assez souvent ses fondateurs en se disant bon, la météo c'est plutôt bon, c'est plutôt pas bon, comment ça se passe, voilà. Tu dors bien la nuit? J'essaie de bien dormir la nuit, j'ai une fille de 8 mois, donc ça c'est un autre sujet, mais ça n'a rien à voir avec la start-up. C'est pas pareil, ça. C'est aussi une start-up, ça. Les galères que vous avez connues. Tu les as connues, tu étais là au premier jour. Alors, je vais vous donner deux exemples. Alors, ça Mais le c'était plus vraiment proche. les premières années. Mais le plus proche, le micro. Donc, ouais, les premières années. Donc, nous, je vous disais, on était vraiment convaincus de la puissance du modèle de marketplace. Mais voilà, quand on a été un retailer pendant 50 ans, 100 ans, 150 ans, là ce matin je parlais à un retailer, il me disait mais Jeanne, nous ça fait 125 ans qu'on est wholesaler, donc c'est pas évident de tout d'un coup adopter le modèle marketplace et d'accueillir des vendeurs qui vont vendre à notre place, etc. Donc c'est une grosse conduite du changement et donc ça a été un enjeu important au départ et arriver à trouver le bon angle et rajouter aussi cette dimension un peu stratégique, business, en plus de la tech, de pouvoir vraiment accompagner nos clients avec de l'expertise. Donc ça, c'était vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé au
début. Bon, maintenant, le modèle est quand même plus, on va dire, il est tellement adopté par beaucoup de retailers que c'est, on va dire, un petit peu plus facile. Je vais vous prendre un exemple aussi que je connais bien. Moi, je dirige les activités Miracle Connect. C'est un peu une start-up au sein de Miracle. Donc, on itère. Enfin, voilà, c'est pas. Même si on a la chance de se reposer sur les bases et les moyens de Miracle, ça reste une start-up et on itère et on s'est un peu planté. Là, on commence à être pas mal. Mais voilà, donc c'est bon, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Mais tu fais penser à quelque chose qui est, à mon avis, vrai. Je serais curieux de savoir ce que ça a été pour vous aussi, Elliot, à Photoroom. C'est l'attention quand une entreprise grandit entre les premiers clients et les clients qu'il faut obtenir. Et la perpétuelle, l'équilibre à retrouver entre le profil des premiers clients avec qui on a vraiment une affection toute particulière, qui nous ont aidés à exister, qui nous ont fait confiance, et puis dont il faut savoir aussi parfois ne pas écouter les conseils ou les demandes pour arriver à donner assez de temps et d'efforts à ce qui va faire l'innovation de demain, le produit de demain ou le produit qui va réussir à parler à une nouvelle catégorie de clients, souvent une catégorie de clients plus exigeants, peut-être plus établis. Donc ça c'est une difficulté au quotidien. Je pense que c'est quelque chose qui est très difficile. Ce n'est pas les dirigeants qui la portent seuls. On essaie d'avoir une culture qui la distribue pour que les personnes qui décident de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas localement puissent être inspirées. Mais ça reste une tension qui n'est pas celle d'une entreprise établie, qui a une gamme de clients établie, qui fait 5% de croissance par an et qui du coup doit optimiser et exploiter plutôt que explorer et se réinventer en permanence. Alors, les grosses entreprises aussi ont besoin de se réinventer en permanence. Si on a créé ce salon, c'est Tech, puis après on va laisser Elliot Tech for Retail, parce que moi j'avais l'idée avec mon associé, la transformation digitale d'une boîte établie comme Tesco, Carrefour, Walmart, Fnac, c'est aussi une difficulté incroyable. Et justement, tu peux pas écouter... Et à l'échelle. Et en plus à l'échelle. Et en plus en gagnant pas beaucoup de sous dans ce genre d'activité au début. Elliot ? Alors, je peux vous donner un exemple où on a fait une très grosse bêtise, et même j'ai fait une très grosse bêtise en tant que directeur technique. C'est lié principalement à l'évolution de l'intelligence artificielle. Ça bouge extrêmement vite. Et il y a 2 ans et demi, c'était un petit peu naissant, la Gen AI, tout commençait un petit peu à décoller. Sortent les premiers modèles pour générer des images. Donc, vous tapez un texte, ça génère vraiment ce que vous voulez, des vêtements, des personnes, des maisons, absolument tout ce que vous voulez. Et on se dit que c'était effectivement un élément clé de l'application et qu'il faut qu'on soit dans le coup pour ces modèles-là. Et à l'époque, et ça me paraît très naïf dit aujourd'hui, mais on l'a fait quand même, on s'est dit qu'on allait entraîner notre propre modèle de génération d'images. Donc pas prendre un modèle open source ou en réutiliser un, mais vraiment l'entraîner de zéro. Ça coûte quelques millions en ordre de grandeur, voilà, c'est le prix de base. Et ça a été un petit peu l'erreur qu'on a fait, c'est de se dire qu'on allait être compétitif et d'être leader sur ce marché-là. Alors quand vous dites ça aux investisseurs, ils sont généralement très contents. Vous leur dites, vous allez me donner beaucoup d'argent et en échange, vous allez avoir une entreprise qui est compétitive, qui gagne sur tout le monde. Généralement, ils sont ravis. Et il se trouve qu'il y a d'autres entreprises dont vous avez entendu parler, comme OpenAI, où lorsqu'ils entraînent des modèles, ce n'est pas en millions que ça se compte, c'est en milliards. Et ça a été très compliqué pour nous d'aller se battre contre ces entreprises-là. Donc, ce n'était pas une mauvaise expérience dans le sens où on a appris énormément de choses, on a pu apprendre comment ça s'entraîne un modèle, mais aujourd'hui, on n'est pas compétitif sur l'entraînement du modèle de base. On est compétitif sur la complémentarité, on est compétitif sur vous fournir le meilleur produit, vous assurer que derrière, on appellera le meilleur modèle pour votre besoin, mais on a quand même factuellement cramé des millions pour entraîner des modèles qui aujourd'hui sont partis à la poubelle. On a appris des choses, mais si j'avais une machine à remonter dans le temps, j'aurais préféré éviter. Et alors justement, on a parlé de vos succès, de galères potentielles, de difficultés. Comment vous voyez le futur? Parce que vous êtes les mieux placés pour nous parler des startups et des licornes de demain. Qu'est-ce que vous, alors bien sûr, Gen AI, mais qu'est-ce que vous voyez arriver et dans quel secteur? Vous avez 4 heures. Le futur. Là, il y a un sujet qui est au cœur du produit Dust et qui me paraît être une tendance de fond assez importante sur laquelle je trouve qu'on ne communique pas assez. C'est celle de l'engagement des employés au niveau individuel dans la transformation digitale à laquelle on est en train de faire face. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une vague de technologies où on demande à l'ensemble des personnes qui travaillent avec un ordinateur de comprendre que la manière dont les machines fonctionnaient depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est fini
et qu'il faut maintenant penser différemment. Je m'explique. Depuis la Seconde Guerre mondiale, toutes les machines se comportent un peu comme des calculatrices. Quand on tape les mêmes touches, on a les mêmes résultats. Ce qu'on appelle des machines déterministes. Les LLM, ces modèles qui sont derrière OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral et qui sont au cœur du produit qu'on fournit, ont un comportement probabiliste. On pose la même question au modèle avec les mêmes mots-clés, on aura des réponses légèrement différentes. Et c'est hyper important pour les collaborateurs qui vont utiliser ces outils dans leur travail d'arriver à faire la distinction entre une réponse un peu différente mais toujours pertinente et une réponse un peu différente mais qui est à jeter à la poubelle. Le marché a parlé d'hallucination, on a parlé d'erreur, mais en fait on est en train de parler d'une distribution de travail fourni où certains scénarios sont suffisamment bons et d'autres scénarios ne sont pas assez bons. Donc on est en train de demander à l'ensemble des personnes qui travaillent de passer d'un état d'esprit assez déterministe, j'ai un process donné, je sais comment ça marche, je sais comment avoir tort ou raison, à un process probabiliste. Alors depuis 40 ans, les traders s'en donnent à cœur joie, des process probabilistes. Ils savent très bien comment ça marche, ils savent faire beaucoup d'argent avec, donc ce n'est pas une mauvaise technologie en soi. Mais c'est une technologie qui demande à avoir pas mal de confiance en soi et de travailler dans un environnement de travail qui est plus propice à l'itération, à l'expérimentation et à la capacité de découvrir des nouveaux cas d'usage de cette technologie qui peut être 10 fois plus puissante si on a l'opportunité et le terrain de jeu fourni par l'entreprise pour explorer. Donc ça, je pense que c'est vraiment le futur pour moi. Les entreprises qui s'en tireront mieux, c'est celles qui arriveront à attirer et à retenir ce type de talent. Ces talents dégourdis qui se lèvent le matin en se disant si j'arrive à automatiser la moitié de ce que je faisais hier, je pense que j'ai plus de chances d'être promu que d'être licencié. Et c'est pas naïf, je pense qu'il y a des transformations du monde du travail en cours qui sont vraiment à vitesse grand V et que les recruteurs, les entreprises cherchent dans le monde du travail les personnes qui seront à même d'utiliser ces outils le plus efficacement possible. Moi, quand je t'écoute, je me demande si une des startups à créer demain, c'est pas une startup de formation. C'est-à-dire, tu peux pas imaginer une grosse société, qu'elle soit dans le retail, Renault, Carrefour, une grande banque, et imaginer 100 000, 200 000 personnes qui vont avoir des réflexes. Tu vas avoir les happy few qui comprennent très bien. Mais comme tu dis, il y a un changement de génération, changement d'outils. Il faut que tu embarques des centaines de milliers de personnes. Donc quand je t'écoute, tu vois, si je devais mettre 10K dans une boîte, je le mettrais peut-être dans une boîte de formation, vraiment qui fait un mélange de, alors c'est un peu des bateaux, mais du change management, mais qui explique effectivement qu'on n'est plus sur des modèles déterministes. C'est un peu abstrait ça. Modèles déterministes, mais des modèles probabilistiques. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez arriver à dominer ces outils. Un peu comme on a tous appris à conduire une voiture, la première fois, c'est pas toujours très facile. Oui, je pense qu'on a cru que l'IA générative allait éteindre le cerveau de tout le monde, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que dans le travail, elle allume le cerveau de certains et elle permet aux personnes qui arrivent à maîtriser les outils de vraiment faire des progrès. Je pense que c'est c'est un problème de formation, c'est un problème d'éducation. Je pense qu'au lycée ou dans les études supérieures, on devrait vraiment commencer à encourager l'utilisation des outils qui nous font aller plus vite. J'ai jamais été remis en question en prépa parce que j'utilisais pas de règles à calculer, mais que j'utilisais une calculatrice. Donc ça, c'est le progrès. Mais de comprendre les risques qui viennent avec cette technologie de manière assez fine. Voilà. Donc moi, c'est la tendance très bien. que je vois. Tu vois quelque chose? Oui, alors donc, pour compléter ce que tu dis, effectivement, nous, donc, on a de l'AI, on met de l'AI dans nos produits, mais on opère aussi une transformation chez nous. Et notamment des employés, il y a à peu près, on est là quasiment à 100% de AI users chez Miracle et quasiment 90% d'AI builder. Donc ça veut dire que les employés créent leurs propres agents pour faciliter, accélérer leurs tâches du quotidien dans l'équipe dans laquelle ils sont. Donc oui, ça c'est vraiment un point important. Et après, dans nos produits, donc dans les choses qu'on voit arriver, donc on voit la révolution, une nouvelle révolution du commerce avec l'agentic commerce. Donc ce qu'il y a aujourd'hui, donc c'est on va rechercher des produits via les LLM. Demain, on achètera via les LLM. Donc il y a déjà le démarrage aux États-Unis. Nous on fait des tests aux US et ça va arriver l'année prochaine en Europe. On voit que c'est pas encore parfait d'ailleurs. Donc du coup, Miracle se positionne avec Miracle Nexus comme un layer pour faciliter toute cette expérience d'achat via les LLM et être le lien des retailers et des marques. Et on travaille aussi beaucoup sur la qualité de la donnée, sur le contenu, puisque la manière dont on va acheter demain va être très différente de la manière dont on achète aujourd'hui. Aujourd'hui, on tape quelques mots-clés. Demain, on va chercher bien différemment. Je vais dire, je vais à un événement Tech for Retail, je cherche une robe qui soit chic mais confortable, à moins de 200 € et je vais être livrée dans les 3 jours.
c'est comme ça qu'on va... Enfin voilà, voilà. Un prompt d'achat. Et donc du coup, ça se reposera sur une donnée produit beaucoup plus riche, structurée. Voilà. Et donc, on a notamment un outil qui s'appelle Catalog Transformer, qui est dans ce qu'on propose aux retailers et aux marques pour venir travailler cette donnée et être plus visible et pertinent dans les LLM. Donc voilà, ça c'est vraiment l'agentic commerce, c'est pour nous voilà, une des tendances clés. Sans aucun doute. Elliot ? Et j'ai pas grand chose à ajouter sur ce que tu viens de dire, Jeanne. Effectivement, peut-être j'en rajouterai une couche en vous disant que c'est une énorme révolution qui est en train de se passer. Et le site web sur lequel vous avez passé des années et des années à travailler, préparez-vous à l'idée de le jeter à la poubelle. Les gens vont taper, effectivement, je vais à une soirée, je veux faire ça, je pars en camping, j'ai déjà une tente, de quoi d'autre j'ai besoin ? Et un agent, ChatGPT ou Claude, va répondre voici ce que je peux te recommander dans ta gamme de prix en fonction de ce que je connais sur toi, de ce que tu m'as raconté avant. Et donc, dans ce monde-là, qu'est-ce qui importe pour l'achat ? Bon, il y aura toujours le prix, ça ne va pas changer. Les caractéristiques. Il y avait un monsieur juste avant qui expliquait très justement il faut réussir à bien expliquer votre produit, comment il va être utilisé, pourquoi il est meilleur que la concurrence. Juste mettre une description, en fait, ce sera pas suffisant. Les photos, évidemment, je suis un petit peu biaisé là-dessus, mais ça va quand même jouer énormément. On continue d'acheter des choses qu'on va porter ou utiliser, donc on veut voir à quoi elles ressemblent. Mais finalement, en fait, la présentation, la qualité de votre site web, à quel point il est rapide, à quel point vous pouvez faire des bonnes publicités, toutes ces choses-là qui sont en pratique, quand même beaucoup d'investissement et de temps passé, vont devenir de moins en moins importantes. Donc ça ne va pas se faire en 3 jours, mais le virage risque de se passer assez rapidement. Donc j'ai tendance à passer pas mal de temps à me poser la question à quoi ça va ressembler d'acheter à l'avenir. Aujourd'hui, les gens demandent à ChatGPT, ensuite ils vont sur Google, mais ça ne va pas durer longtemps. Et tu vois, c'est intéressant parce que Tech for Retail, ça a 5 ans. Et tous les ans, il y a une espèce de changement de thème. Mais ce n'est pas nous qui le décidons, c'est le marché, les tendances. Quand on l'a créé il y a 5 ans, tu étais très e-commerce. Tu étais e-commerce et les stars, c'était Shopify qui était capable d'aider n'importe qui, etc. D'ailleurs, Marketplace aussi. L'année suivante, on a été très CRM, client, marketing, où on te promettait de la personnalisation que moi j'ai jamais vraiment vu arriver. Je pense que ça va pas tarder là, mais ça fait depuis 10 ans qu'on me parle de personnalisation, je le vois pas arriver. On a commencé à entendre dans la 3e session parler un peu plus d'AI, mais pas d'LLM, d'AI. Là, on y est, c'est agentique. Et moi, je vous annonce, c'est la robotique qui arrive dans le coup d'après. Alors, c'est pas les mêmes investissements. Je rentre des États-Unis où j'ai été voir une société qui peut-être sera là l'année prochaine, qui s'appelle Symbotic. Il y en a en Europe aussi, et qui Walmart l'a utilisé pour automatiser ses plateformes avec palettisation, dépalettisation. Enfin, ça ressemble à AutoStore. C'est des milliards d'investissements, des milliards. C'est de l'AI, bien sûr. C'est de la reconnaissance visuelle. C'est de l'optimisation d'algo. C'est pas du tout du LLM. C'est pas tellement de l'agentique. C'est de l'AI. C'est de l'AI industriel, quoi. Et ça aussi, je pense que la robotique et la supply, ça va être un des gros thèmes de Tech for Retail dans les prochaines années. Mais tu vois, on voit les choses évoluer. Vous vous rendez compte, chaque année, il y a un thème différent, quoi. C'est complètement fou, hein. Et bon, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'existe ce salon. Alors, quels conseils vous pouvez donner là, les trois jeunes qui ne sont plus des startups, mais certains sont des licornes, mais pas tous. Donc, ceux qui veulent créer des boîtes, il y en a peut-être dans la salle. À quoi vous pensez? Alors, vas-y. Vous êtes des vieux maintenant, vous pouvez commencer à le dire. Ça marche? Je pense qu'on réapprend toujours la même leçon, c'est celle de rester très humble et un peu parano sur le degré de satisfaction de ses clients. Si on est certain de la raison pour laquelle les clients achètent ce qu'on vend et qu'on se voile jamais la face, qu'on ne crée pas de dashboard en interne qui commence à raconter une histoire un peu enjolivée, mais qu'on est vraiment persuadé que la manière dont on l'a présenté, c'est la manière dont il a été compris. La manière dont il a été compris, c'est la manière dont il est utilisé. Et la manière dont il est utilisé, c'est la manière dont les clients sont prêts à payer pour avoir le service. Alors on reste assez fidèle à l'histoire de création de valeur.
Et que ça soit à 0 € de chiffre d'affaires ou à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, je pense que c'est la manière la plus robuste de... Oui, l'obsession client. L'obsession client. Ça marche pas, ça. Ouais, c'est vraiment l'obsession client. Et ça, c'est Amazon. Enfin, toutes les boîtes moi, que j'ai vu réussir, à chaque fois, c'était l'obsession client. Whatever the cost, hein, quel que soit le coût. Mais c'est vraiment un point important. Toi, qu'est-ce que tu dirais? Oui, enfin, je pense très aligné. L'obsession client, prendre soin de ses clients, qu'ils soient anciens ou nouveaux, et du coup entreprendre, innover. Je pense que cet esprit, enfin c'est pas évident hein, quand on grossit de garder un esprit entrepreneurial. Souvent nous on se fait vachement challenger par Philippe Adrien qui nous disent mais soyez agile, faites simple. Voilà, c'est quelque chose de voilà qui je trouve reste fort chez Miracle et je pense que vraiment enfin voilà c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Après je pense mettre la barre, enfin nous on met la barre quand même haute, on essaye de mettre voilà, le niveau élevé, c'est quand même dans tout ce qu'on fait, voilà, d'être très exigeant avec nous-mêmes. Aussi, je pense, les people, quoi, le recrutement. C'est-à-dire, voilà, vaut mieux avoir moins de personnes et mieux, ou ben, tant pis, là, on n'a pas le bon candidat, on ne le recrute pas. Mais on a vraiment des gens super, à la fois en termes d'expertise, d'intelligence, mais aussi des gens qui ont un super mindset et qui vont savoir aller faire le truc d'à côté parce qu'ils voient de la valeur, etc. Donc, voilà. Et de mon côté, c'est un petit peu quelque chose dont tu avais parlé, Gabriel. C'est de vraiment le plus tôt possible lancer son idée. Quand j'étais plus jeune, je devais avoir la vingtaine, j'avais lu ce livre qui est très connu, qui s'appelle The Lean Startup. Et ils disent effectivement, votre idée, personne ne va vous la voler, il n'y a aucun risque. Des idées, les gens en ont des millions. Et j'ai lu ça, je me suis dit, non mais c'est pas possible, il a tort, si j'en parle, les gens vont me la voler. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, Photoroom, on a dû le lancer une dizaine de fois. C'est-à-dire que le lancement officiel de Photoroom, ça s'est passé une dizaine de fois. Mais personne ne compte le nombre de fois où vous lancez votre startup, donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et donc ça, c'était vrai même avant les LLM, avant la révolution récente de l'AI. Mais maintenant que n'importe qui peut coder un prototype en 10 minutes, maintenant qu'il y a des boîtes qui vont de 0 à 100 millions de revenus en moins d'un an, la vitesse, pour moi, c'est vraiment l'élément clé. La vitesse à laquelle vous pouvez itérer et lancer de nouvelles choses, c'est l'élément différenciant qui va vous faire gagner ou perdre contre une autre entreprise. Donc si je devais me concentrer sur une seule chose, si je devais lancer une nouvelle boîte, ce serait vraiment essayer d'être le plus rapide possible, utiliser le plus d'outils d'IA possible et vraiment accélérer pour me mettre un objectif très ambitieux et l'atteindre le plus vite possible. Puis moi, j'ai découvert ça avec des startups dans lesquelles j'ai investi de l'argent. C'est aussi les nouvelles formes d'ingénierie qui existent pour développer du code. Ma génération développait du code, il fallait 100 personnes. Votre génération, si on n'est pas prêt, c'est 10 personnes. Avec alors de l'AI, tu en voilà, etc. Et ça aussi, ça va être une sacrée révolution. Donc pour les entreprises de retail en général et de luxe, il faut qu'elles commencent à recruter des profils comme ça, parce que ces profils comme ça, ils ont plutôt envie d'aller chez vous que d'aller chez Carrefour, si tu vois. Et c'est normal. C'est des gens qui sortent d'école. C'est plutôt l'avènement des écoles d'ingé et très pointu. Et ça, je pense, que ça va être une très très grosse tendance. Écoutez, 0. Alors là, nous, on est exceptionnel. On vient de finir exactement à temps. Donc moi, je veux vraiment qu'on remercie ces 3 sociétés qui sont la fierté de la French Tech. Hein. On ne va pas se tromper. Miracle, Dust, Photoroom, Artefact n'est pas là, mais c'est pareil. Et merci pour votre temps et vos conseils. Et peut-être que vous aurez dans la salle des gens qui veulent vous parler. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre âge aussi pour redémarrer. Bravo. Merci Pascal.